Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT des réseaux. Nous sommes le mercredi 4 octobre 2011. Au sommaire de cette édition, les conséquences de Solvabilité 2 dans le quotidien des intermédiaires d'assurance. Solvabilité 2 est une réforme dont tout le monde parle dans le secteur de l'assurance. Mais contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas d'une réforme dédiée à une poignée de financiers dans les couloirs de sièges sociaux d'assureurs parisiens. Bien au contraire, Solvabilité 2 va impacter le quotidien des agents et des courtiers. Nous écoutons Isabelle Monalafin du cabinet Astrée Avocat qui nous explique cette situation. Il se trouve pourtant que cette directive réglemente également les activités de sous-traitance des compagnies d'assurance et des mutuelles, de sorte que les activités de sous-traitance étant principalement exécutées, ou en tout cas assez fortement exécutées par les intermédiaires d'assurance, on aborde aujourd'hui un impact évident de cette directive et de sa transposition dans les États membres à l'égard des intermédiaires d'assurance. Ce sont donc essentiellement ceux qui sont délégataires, mandataires. On n'est pas toujours très au fait sur le sens que l'on donne à ces délégations ou ces mandats. En clair, ceux qui produisent et qui gèrent pour le compte des compagnies d'assurance. Alors, quels sont les points de vigilance qui vont impacter le quotidien des agents et des courtiers? Voici un nouvel élément de réponse. Alors, cet impact, pourquoi il est si fort dans le cadre de la directive? Parce que la directive, elle n'a pas simplement indiqué qu'il fallait faire des choses, elle a également posé des règles. Elle a d'abord posé des règles de contrôle. Il faudra déclarer aux autorités de contrôle les activités de sous-traitance. Elle a ensuite, effectivement, posé des obligations. Elle impose aux compagnies d'assurance et aux fournisseurs, donc dans un contexte assez unilatéral et non pas réciproque. Elle dit que ce sont les fournisseurs qui devront veiller à ce que ces activités de sous-traitance n'impactent pas leur gouvernance. Donc, elle impose plus ou moins la mise en place de systèmes qui permettent aux assureurs d'être chez eux quand ils ne sont pas chez eux, de pouvoir effectivement contrôler l'activité de leurs sous-traitants de la même manière que si c'était eux qui exécutaient pour leur propre compte les activités de souscription et de gestion des risques qu'ils portent. Voilà donc le problème général. Prendre conscience des risques de Solvabilité 2 dans son quotidien est une chose. Agir en est une autre. Alors, quels sont les moyens d'action dont vous disposez pour faire face à la réforme de Solvabilité 2? Nous écoutons quelques conseils. Que vont-ils faire les intermédiaires? Bien, d'abord, ceux qui sont concernés vont devoir impérativement et très rapidement contacter leurs fournisseurs et regarder en face-to-face quelle est la nature des accords qui les unit. Dans la plupart des cas encore aujourd'hui, ces accords sont parfois assez succincts et très certainement ils ne répondent pas aux obligations que la communauté européenne, mais bientôt la France et l'ACP, donc qui sera effectivement l'organe régulateur qui va donc contrôler tout cela, exigent. De sorte que le premier axe d'action va être la revue des délégations et la définition, la remise à plat des règles qui participent effectivement des conditions dans lesquelles les courtiers souscrivent et gèrent pour le compte des assureurs. La deuxième chose qu'il va falloir gérer, c'est l'impact évident que cela va nécessiter ou que cela va provoquer sur le marché. Il n'est pas à exclure que la complexité de ces règles, le niveau important d'exigence qui va être imposé par les autorités de contrôle ne fasse pas la place à des délégations de petite taille et que les outils informatiques, les obligations de reporting, les obligations d'audit, de contrôle interne qui vont être mises en œuvre justifient des mécaniques de concentration qui fassent que seuls les courtiers d'une taille significative ou ceux qui pourront mettre en place une expertise assez importante puissent survivre à ces activités et donc conserver les délégations qui sont les leurs. La troisième impact, c'est l'impact de l'indépendance. Que va-t-on faire et que va-t-il advenir de l'indépendance des intermédiaires d'assurance dans ces activités-là? La quatrième et dernière chose qui est importante à mettre en évidence, c'est que la vie économique, elle met en place des systèmes qui sont complètement différents. Et pour les grands courtiers, notamment les courtiers grossistes, ce n'est pas les assureurs qui leur sous-traitent des activités, c'est eux qui vont voir des assureurs pour porter les activités qui sont les leurs. Alors comment est-ce qu'on va organiser tout cela dans ce contexte-là? Un courtier grossiste crée ses produits, crée ses algorithmes, crée ses tarifs, crée ses processus de gestion, crée ses outils informatiques, crée ses réseaux. Il est à l'initiative, je dirais, de A à Z de tout ce qui peut se produire sur un marché et sur un produit.
lorsqu'il va s'adresser à un assureur, c'est pour chercher un fournisseur, c'est pour s'approvisionner. Alors, comment est-ce que l'on va appliquer cette directive dans ce rapport économique inversé qui n'a pas été conçu par la directive, qui a vécu cela que comme de la sous-traitance? Et derrière ça, bien entendu, toujours cette sempiternelle problématique de conflit d'intérêts. Dans quel intérêt agissent ces intermédiaires? Est-ce qu'ils gèrent pour le compte des compagnies ou est-ce qu'ils gèrent pour le compte des réseaux, des clients? C'est une problématique qui aura un impact évident, bien entendu, tout le monde l'a compris, notamment sur la TVA. Vous l'avez donc bien compris, Solvabilité 2 n'est pas un sujet à prendre à la légère. Sur News Assurance Pro, bien entendu, nous traiterons ce sujet en fil rouge tout au long de l'année. Pour ma part, je vous souhaite une excellente fin de semaine et bonne lecture sur News Assurance Pro.